votre chaîne. La semaine dernière, nous avons eu une réflexion avec le docteur Claude Bekombo sur la monarchie aujourd'hui. Il était question pour nous d'évaluer ce que ces systèmes traditionnels peuvent apporter dans la construction de l'état de droit. Aujourd'hui, nous avons choisi d'associer le docteur Richard Macon pour discuter sur la chefferie traditionnelle dans l'état de droit. Bonjour docteur Richard Macon. Bonjour Jacques, bonjour à Claude que j'ai le grand plaisir de retrouver. Bonjour aux millions de téléspectateurs de Africa TV. Bonjour docteur Claude Bekombo. Bonjour Jacques, bonjour docteur Richard Macon, que je retrouve après un long moment. Je suis d'ailleurs très ravi de faire cette émission avec lui parce que c'est une des émissions avant que je ne sois plus très présent sur... J'annonce déjà nos téléspectateurs que nous aurons comme ça, après celle-ci, 2 autres émissions. D'accord, donc je suis ravi d'être là. J'espère que ça va aider à éclairer la lanterne des millions de téléspectateurs de Africa TV que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. Merci docteur Claude Bekombo. Docteur Richard Macon, la chefferie traditionnelle dans l'état de droit. Vous savez, notre tradition, c'est toujours de commencer par définir les concepts qu'on mobilise. Qu'est-ce que la chefferie traditionnelle? Et après, on va voir comment est-ce qu'on associe ça à l'état de droit. Merci Jacques. L'une des véritables difficultés dans les sciences sociales en général est que généralement les concepts, les expressions, les termes qui sont mobilisés sont polysémiques et peuvent renvoyer généralement des significations différentes. La deuxième considération, s'agissant effectivement des concepts, c'est que comme la plupart des fois, ils sont mobilisés dans une langue précise, ils charrient avec eux un certain imaginaire. C'est des concepts qui généralement ont un sens premier, un sens second et généralement des sens dérivés qui, la plupart des fois, peuvent diluer le sens et finalement le sens opérant actuel, contemporain, peut être totalement différent du sens originel. Mais en tout état de cause, on désigne aujourd'hui par chefferie traditionnelle de façon générique des organisations à la fois politiques, administratives, regroupant en leur sein des communautés sur des limites territoriales et ayant à leur tête un chef. Dans certaines études ethnologiques, la chefferie traditionnelle apparaît comme étant un rassemblement d'une pluralité de tribus, d'une pluralité de clans, autour d'une organisation politico-administrative à la tête de laquelle trône un chef, donc, qui a pour mission d'administrer pour l'ensemble des entités qui la composent le destin, conduire le destin de cette chefferie. Mais la chefferie traditionnelle, dans notre contexte, est davantage une catégorie qui a été imposée par l'entreprise coloniale. Nous avions dans nos sociétés des entités lignagères à la tête desquelles on avait un ascendant et des descendants qui constituaient une forme d'unité politique et administrative et qui s'administraient donc comme telle. À côté de ces entités, on avait des royaumes qui aujourd'hui sont intégrés dans le concept finalement colonial de chefferie traditionnelle, qui renvoie donc en réalité à une pluralité de réalités. Mais il y a donc une conception qui peut être strictement socio-anthropologique de la chefferie et une conception qui est plus juridique, plus administrative, dans laquelle la chefferie apparaît comme un échelon en réalité de l'organisation administrative. Et c'est pour ça justement que l'État s'est saisi de la question des chefferies traditionnelles et a
essayer de les organiser à la faveur d'une pluralité d'instruments. C'est pour ça que nous avons des chefs de bloc, des chefs de quartier, des chefferies de 3e degré, 2e degré et finalement 1er degré, qui renvoient à une réalité juridique d'une unité administrative et politique au sein de laquelle trône un chef qui administre donc un certain nombre de questions d'intérêt général qui auraient pu être administrées et gérées par l'État en lui-même. Docteur Claude Bekombo, par moment, pour parler du cas camerounais, on parle de chefferie, à d'autres endroits on parle de royaume. On dit par exemple le royaume Bamoun. Il y a un roi, pourtant, dans d'autres villages, il y a toujours un roi, mais on parle d'une chefferie. Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'on peut en faire une lecture? Quelle est la différence? Quelle est la lecture qu'on peut en faire? Alors, il y a, je souscris d'abord à ce que le docteur Richard Macon vient de dire. Je crois qu'il y a une difficulté à pouvoir articuler le sens en termes de direction et en termes d'orientation du mot chefferie, accolé au qualificatif traditionnel. Ça renvoie plus à la perception socio-anthropologique de la chefferie. C'est-à-dire, quand on dit chefferie traditionnelle, on a plus tendance à voir le côté socio-anthropologique. Les ethnologues, il a bien fait parler d'ethnologues, ont essayé avec Bronislaw Malinowski et tous les autres qui ont fait des travaux là-dessus, essayer d'identifier chez les Inuits, chez les Indiens, chez les Amérindiens, quelle était l'organisation des populations, quelle était la structure du corps social. Et je pense que ce sont des travaux qui ont beaucoup aidé les sociologues à comprendre comment est-ce que la société était structurée autour des institutions, mais surtout de l'organisation de l'homme dans la société. Je pense que le concept de chef part de ces études-là, puisque, effectivement, le docteur Richard Macon a raison, c'est les autres qui ont voulu comprendre quelle est l'organisation spécifique des sociétés qui n'étaient pas semblables à leur société. C'est la raison pour laquelle, ne rentrant pas dans les catégories qu'ils maîtrisaient, dans les éléments de langage qu'eux, ils maîtrisaient, dont ils avaient la maîtrise, ils ont qualifié ces organisations de population, ces organisations sociales-là de chefferie, puisque ça ne ressemblait pas à l'État, ça ne ressemblait pas aux monarchies dont vous avez parlé, ça ne ressemblait pas aux cantons ou aux principautés, à ce qu'ils connaissaient. Ils ont donc estimé que ce sont des chefferies où il y a, comme le docteur Richard Macon a dit, un chef qui est, chez certains, comme le guide sociétal, mais chez d'autres, comme le guide spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, quand on renvoie l'image des chefferies traditionnelles, on voit tout de suite l'Afrique, les pays amérindiens, l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. On voit très peu le concept de chefferie traditionnelle pour des Bretons, ou pour des Basques ou des Wallons. Ouais. On voit très peu pour les Italiens, les Piémontais, ainsi de suite. Pourtant, il y a quand même un roi là-bas. Pourtant, il y a des organisations sociales semblables aux organisations qu'on qualifie de chefferie. Mais il faut quand même voir que dans le recours aux éléments de langage, quand on parle de chefferie traditionnelle, on a plus à l'esprit la vision de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, la vision coloniale. Alors, il a bien fait d'indiquer qu'il y a un marqueur fondamental colonial dans la perception de cette organisation sociale qui, si on fait une étude comparée approfondie avec ce qu'on voit dans les organisations, je dirais, sociales en Europe, je parle des Bretons. Des Bretons, ils ont des autorités spirituelles, ils ont des coutumes qui ne sont pas des coutumes de la République. Que les Bretons suivent, ils ont un festival, ils ont un certain nombre de choses qu'ils font, les bourguignons, ainsi de suite. Ils gardent des traditions ancestrales qu'ils conservent pendant longtemps. Et il y a effectivement les garants de ces traditions-là qui sont reconnus. Mais peut-être on a voulu dire que la chefferie traditionnelle, on a voulu nous la représenter. C'est pour ça que, à mon sens, c'est une notion, comme toutes les notions qui sont discutées. Le docteur Richard Macon a bien fait d'entrer dans ce questionnement de la polysémie du terme. Pour nous, quand on dit chefferie traditionnelle, on voit tout de suite des guides
spirituels, des guides traditionnels. On voit tout de suite la culture, la tradition, mais on ne voit pas que, en fait, c'est des qualificatifs pour nommer des organisations sociales particulières. Et peu importe donc le recours onomastique qu'on peut faire, c'est-à-dire peu importe qu'on dise royaume, peu importe qu'on dise chefferie, je reviens à votre question, peu importe qu'on dise l'amida, ou comment dire, ou B, ou tous les noms qu'on peut avoir, il n'en demeure pas moins que ça qualifie une organisation de population qui ne renvoie pas à une organisation étatique ou à une organisation d'un royaume ou à toutes les autres catégories d'organisations connues de manière classique. C'est pour nommer ce type d'organisation-là à la réalité. Donc, le nom importe peu, la structure est très importante. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui ne sont pas comparables aux organisations étatiques, qui ne sont pas comparables au royaume, qui ne sont pas comparables aux unités administratives. C'est justement, je pense que c'est là où je fais un peu le départ avec la présentation du docteur Hicham Makone. C'est-à-dire que moi, j'enlève l'administration à l'intérieur. Ce sont des auxiliaires dans certains pays d'administration. Dans d'autres pays, ce sont des représentants religieux. Dans d'autres pays, ça cumule les deux. Vous pouvez avoir dans certains pays où ceux qui sont nommés chefs, ou qui sont d'ailleurs, il a très bien dit que l'État a vite fait, en Afrique surtout, de se rendre compte de l'importance que prenait au niveau traditionnel, au niveau culturel, au niveau même de la complémentarité avec l'État, ce type d'organisation-là. Et l'influence sur les populations données, leur capacité à apporter de l'ordre et à organiser, il a dit, de manière juridique ou de manière politique, la gestion du groupe concerné. Docteur Hicham Makone, en général, la notion de chef évoque une autre notion, c'est la notion de sujet. Et on peut s'interroger comme ça, dans l'état de droit, comment est-ce qu'on réussit à cohabiter avec de telles structurations, mais de telles structures? Il est important de signaler que, de mon point de vue, le concept même de chefferie traditionnelle est péjoratif. Et je fais directement le lien entre chefferie traditionnelle et médecine traditionnelle. Parce que c'est en réalité des qualificatifs péjoratifs pour qualifier quelque chose qui ne rend pas compte d'une réalité qui est bien saisie par les Occidentaux. Quand on regarde la trajectoire à la fois épistémologique et pratique de l'opération du tradit praticien, c'est une opération scientifique qui obéit au même canon qui a été par exemple posé par Gaston Bachelard sur le cheminement justement de l'action scientifique. C'est observation, hypothèse, vérification, conclusion. Le tradit praticien va partir d'une observation de la nature, d'un fait social. À partir de l'observation, il va émettre des hypothèses. Quand on vous dit, par exemple, vous allez pour un traitement au village, on vous dit, vous allez sortir à minuit. Vous allez arriver, vous allez partir jusqu'au grand fromager, vous allez faire pipi. Quand vous allez faire pipi, vous allez rentrer à reculons. Voilà, autant de choses. C'est-à-dire, il va observer, il va dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait pipi sur le fromager? Et après avoir fait pipi sur le fromager, celui qui souffrait par exemple d'infertilité devient fertile. Quel est le rapport qu'il y a entre les pipis et le fromager? Pourquoi on lui demande de partir à reculons? C'est des observations. Il va émettre des hypothèses. Si ces hypothèses sont vérifiées, il va aboutir à des conclusions. Et donc c'est de la médecine. Médecine traditionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Et pourquoi ne pas dire médecine africaine, comme on dit médecine chinoise, par exemple, médecine coréenne. Mais nous, on dit médecine traditionnelle. On crée une catégorie sui generis, en fait, qui renvoie à une forme péjorative et une classification essentiellement péjorative d'une réalité qui n'est pas maîtrisée. Et donc, une chefferie, en réalité, c'est une organisation politique administrative qui obéit à un certain nombre de règles. Dans ces organisations, les différents sujets, entre guillemets, il y a sujet parce qu'il y a une règle. Partout où il y a règle, il y a des sujets. C'est-à-dire que ceux auxquels s'applique la règle sont appelés des sujets. Et il y a donc une double
compréhension de ce que c'est qu'un sujet. Dans l'idée de sujet, il y a le présupposé de la soumission. Mais c'est une soumission qui peut être soit volontaire, soit forcée à un ordre. Mais c'est un ordre qui est un ordre social. À l'intérieur d'une chefferie est une organisation sociale et politique, culturelle, anthropologique, tout ce qu'on veut, mais qui établit pour sa survie un ordre social. Cet ordre se manifeste d'une part par un langage qui est propre, par des us, des coutumes, des cultures qui sont propres, par une architecture qui est propre, par une organisation socio-anthropologique qui est singulière, mais aussi et surtout par un certain nombre de règles, de droits qui organisent la vie en communauté. C'est ça l'ordre social qui est induit dans l'idée de chefferie. Donc ce sont des communautés comme le docteur Claude Bekombo vient de le dire. Maintenant, lorsqu'on veut accoler cette réalité, qui est en réalité une organisation sociale, à l'État, il s'opère en réalité de façon induite aussi ou de façon involontaire une question de hiérarchisation. Parce que quand tu parles d'état de droit, il y a d'abord l'idée d'état dans le concept d'état de droit qui renvoie à 2 ou 3 choses particulières. Je vais me limiter aux 2 qui me semblent les plus essentielles quand on parle de l'état de droit. Parce qu'il faut rappeler que l'état de droit nous vient d'un concept allemand, de Rechtsstaat, qui a été utilisé traditionnellement dans l'Allemagne pour différencier un État dans lequel le droit l'État était soumis lui-même au droit à ce qu'on appelle l'état de police. C'est dans l'idée de faire la différence entre les organisations dans lesquelles l'État se soumettait à la règle de droit et celles dans lesquelles le droit était plutôt un instrument de puissance entre les mains de souverains qu'on a distingué état de droit et état de police. Mais l'état de droit renvoie globalement à un ordre étatique d'abord, dans lequel l'État lui-même et ses organes sont soumis à la règle de droit. Cela se manifeste par 2 principales choses. En rappelant qu'il n'y a pas d'état de droit sans État. L'état de droit est inhérent à l'existence de l'État. Voilà. Et cet État suppose donc 2 choses de façon traditionnelle ou de façon classique. Premièrement, il y a état de droit parce que l'administration est soumise à la loi. La loi est le cadre qui légitime l'action de l'administration, qui encadre l'action de l'administration et qui fonde la légitimité de l'action administrative. À ce moment-là, l'action de l'État devient une compétence en réalité encadrée par l'existence de la règle de droit et l'empire de la règle de droit. Il y a donc une soumission de l'administration à la loi. Deuxièmement, il y a une soumission de la loi elle-même à la Constitution. La première soumission de l'administration à la loi est vérifiée et confortée par l'existence d'un juge qui fait un contrôle de légalité pour s'assurer que tous les actes qui sont posés par l'administration respectent la loi en tant que ordre d'habilitation des actions qui sont posées par l'administration. Mais cette loi elle-même, deuxièmement, elle est soumise à l'autorité d'une constitution. Cette constitution-là étant la norme la plus élevée dans le champ social et le respect de la constitution par la loi est assuré et garanti par l'existence d'un juge constitutionnel. Ce sont en réalité ces mécanismes-là qui induisent finalement l'existence d'une hiérarchie des normes qui fondent premièrement la conception classique de l'état de droit. Mais avec la montée du libéralisme, l'échec des systèmes collectivistes, l'explosion de l'économie de marché et le déclin progressivement d'une certaine conception de l'État comme ordre impérial souverain, il y a eu une évolution aussi de la conception de l'état de droit qui s'est manifestée dans 2 orientations fondamentales. La première orientation étant substantielle. On a commencé à estimer que ce soit
la soumission de l'administration à la loi ou la soumission de la loi à la Constitution, ces différents éléments, bien que fondamentaux, ne suffisaient pas. Il fallait maintenant s'interroger de façon substantielle sur le contenu des règles de droit. On a donc commencé à entendre parler des débats sur à la fois l'inflation normative, sur la qualité du droit. C'est devenu un concept consacré aujourd'hui. Vous ne pouvez plus parler d'état de droit sans interroger le concept de qualité de droit. Et à côté de cette question de la qualité de droit, c'est aussi imposé progressivement le concept de sécurité juridique. Est-ce que le droit tel qu'il est posé garantit la sécurité juridique des sujets de droit et finalement permet de satisfaire les attentes légitimes des sujets de droit? Est-ce que c'est un droit qui est accessible, premièrement? Est-ce que c'est un droit qui est stable, deuxièmement? Est-ce que c'est un droit qui est prévisible, troisièmement? Voilà les trois éléments fondamentaux. Il y en a d'autres, mais c'est les trois éléments fondamentaux qui constituent le concept de sécurité juridique. L'accessibilité, la stabilité et la prévisibilité de la règle de droit. Ce sont ces trois éléments qui permettent à un sujet de droit de pouvoir anticiper à la fois sur le contenu de la règle et sur les effets de l'application ou non de la règle de droit. C'est ça qui lui permet, s'il est par exemple un sujet, un acteur économique, de faire des prévisions stables sur ce que je sais que en concluant tel contrat, en respectant telle règle en matière de marché public, voilà à quoi je peux m'attendre. Il peut bâtir des attentes légitimes. Et ces attentes sont vérifiées, surveillées par l'existence d'une organisation juridictionnelle qui peut sanctionner la violation des règles de droit. Et donc, voilà, à côté de cette évolution donc, qui est substantielle, il y a une évolution procédurale qui s'assure aussi de ce que, dans cet état de droit, il y a des questions comme celle de la bonne administration de la justice qui renseignent aujourd'hui d'une évolution dans la conception procédurale de l'état de droit, qui s'assure qu'au-delà de l'existence de la règle de droit, de la soumission de l'administration et des différents organes qui composent l'État, leur soumission à la règle de droit, il y a une possibilité de s'assurer que ces règles de droit sont respectées par une organisation judiciaire et juridictionnelle qui elle-même respecte un certain nombre de principes en matière de bonne gouvernance. Et donc, cet état de droit n'est possible que par l'existence de l'État. Il y a donc de façon induite l'idée de la hiérarchie des règles. Cette hiérarchie des règles impose aussi une hiérarchie des institutions. Et donc, s'il y a hiérarchie des normes, il y a hiérarchie des institutions. Et du coup, l'institution étatique, de façon normale ou naturelle, par l'imposition de l'État, l'organisation étatique se retrouve à une sorte de pyramide face aux autres organisations, comme les organisations traditionnelles que nous évoquons. Je pense que pour ceux qui s'interrogeaient sur la définition, la signification de l'état de droit, je pense qu'ils sont servis. Docteur Bokoum n'est pas d'accord, hein? Tu vois comment il a secoué la tête depuis là. Il va certainement y revenir. Mais je pense que vous aurez le temps de revenir sur ce que vous voulez. Mais la question que j'ai bien envie de vous poser, c'est que ça fait quand même un peu plus de 60 ans après les indépendances, mais les organisations socio-traditionnelles résistent. Merci pour la question. Ça m'aide à répondre au développement du docteur Richard Macon. Je pense que dire que je ne suis pas d'accord, serait exagéré, mais je pense que j'apporte plutôt une nuance, une autre manière de voir la question de l'état de droit. Je crois que c'est aussi une manière qu'il faut prendre en considération. Cet état de droit positiviste, c'est-à-dire que basé sur le principe kelseenien, que tout part du principe de la hiérarchie des normes, du principe de l'égalité, c'est-à-dire la hiérarchie des normes, le docteur Macon a très bien expliqué, je n'ai pas besoin de revenir dessus. La hiérarchie des normes et le principe de l'égalité, c'est-à-dire que les institutions surveillent les institutions. Ça, c'est l'idée que Kelsen a développée et qu'il a bien donnée. Le deuxième pan de cet état de droit, c'est le fait que c'est un état, il l'a développé chez Carré de Malbec, c'est un état protecteur des citoyens et de tous ceux qui vivent dans la sphère étatique, et que sans État, on ne peut pas avoir d'état de droit. Alors, je dis, j'apporte une nuance parce que, justement, les communautés, chez Michel Alliot, les communautés incarnent donc la possibilité pour des groupes ou des entités de pouvoir créer
à travers le phénomène d'autorégulation, des espaces où on peut identifier le véritable état de droit, c'est-à-dire l'état de droit pur, sans qu'il n'y ait l'état. Les chefferies traditionnelles en sont l'exemple. C'est-à-dire, nous avons des espaces où il y a des règles qui n'obéissent pas au schéma kelsénien et issu de la perspective de sociologie du droit que Karel de Malbec développe, mais qui sont issus de l'autorégulation, c'est-à-dire que c'est le groupe lui-même qui fait une production de normes qu'on considère de manière, comment dire, de manière un peu, je dirais, méprisante, le mot n'est pas exagéré, comme de la coutume ou du non-droit ou du sous-droit, ou tout ce que vous voulez, tous les écrits de Carbonnier sont dessus, ou les écrits de départ, parce qu'après, il va faire un revirement pour reconnaître quand même que, à travers l'autorégulation, on peut avoir une société, une entité où il y a l'ordre. Parce qu'il ne faut pas oublier, en présentant l'état de droit, que ce qu'on recherche, c'est l'ordre. Ce qu'on recherche, c'est l'ordre. Et effectivement, pendant longtemps, il y a eu ce débat pour croire que ce n'est que dans l'État qu'il y a l'ordre. Les faits, l'histoire de l'État, de 1648 avec les traités de Westphalie jusqu'aujourd'hui, nous démontrent très bien que là où il y a l'État, il n'y a pas nécessairement l'ordre. Et qu'effectivement, aujourd'hui, à travers le phénomène de l'autorégulation, on se rend compte que le marché, la lex mercatoria, on se rend compte que des communautés, pas dans le sens de Gemeinschaft ou de Gesellschaft que développe l'école allemande, mais des communautés en termes de population, de personnes partageant la même histoire, de personnes partageant les mêmes spécificités et de personnes ayant une autorité, pas politique, mais une autorité en termes de leader spirituel, une autorité philosophique et des personnes qui, on peut se rapporter à Pierre Bourdieu quand il parle de violence symbolique, le système de violence symbolique, des personnes qui partagent une même philosophie et qui légitiment le fait que leur représentant est effectivement l'incarnation de cette philosophie-là et suivent donc les règles qui émanent de cette communauté et qui émanent de ce représentant-là comme des règles de droit. Nous avons là, et dans beaucoup d'autres espaces, nous avons donc cet état de droit qui est un état de droit adossé sur l'État a maille à partir avec effectivement l'aspect de la chefferie traditionnelle, les chefferies traditionnelles qui existent. Parce que nous voyons très bien qu'il y a, dans beaucoup d'États, dans beaucoup d'États, on a eu besoin d'auxiliariser les chefferies traditionnelles. Et ça rentre dans le cadre justement du mépris. Du mépris, il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. Il faut le dire. Du mépris que l'État peut avoir vis-à-vis de la perception du rôle de ces chefferies traditionnelles-là. Or, dans ces chefferies traditionnelles-là, il y a des organisations qui font en sorte qu'il y a une branche très importante de la population de l'État qui suivent des ordres de leaders traditionnels ou culturels et qui maintiennent l'ordre dans les pans de la société. C'est la raison pour laquelle, lors de notre dernier échange sur les monarchies, je postulais pour le fait qu'il y ait que les États africains considèrent les concepts de chefferie de manière décomplexée. Les chefferies traditionnelles ne peuvent pas, dans la constitution de l'État actuel, l'État conflictogène d'aujourd'hui, ne peuvent pas être cantonnées au rôle d'auxiliaire. C'est tout simplement être aveugle, à mon sens. C'est être aveugle. Parce que dans les chefferies traditionnelles, il y a l'autorégulation. Il y a que les sujets, ce que vous appelez sujets, sont plus enclins à l'ordre que de suivre l'ordre de l'État. Parce que l'État, aujourd'hui, nous n'allons pas refaire le débat sur l'État. Parce que quelquefois... Nous n'allons pas refaire le débat sur l'État. Quelquefois, le chef a plus de pouvoir sur les sujets traditionnels que le président de la République n'est sur les citoyens. C'est une réalité claire si nous restons dans les latitudes africaines, sud-américaines et dans certaines indiennes. C'est assez clair et assez visible. Et dans d'autres espaces, on a donc consacré ces pouvoirs-là. C'est la raison pour laquelle moi, je mets une nuance sur cet état de droit
qui est une panacée, qui permet à l'État d'assurer la hiérarchie des normes, d'assurer le principe de l'égalité, d'assurer le principe de l'égalité, de protéger les citoyens, les sujets, les justiciables contre un arbitraire pour éviter l'état de police. Mais l'état de droit, à mon sens, c'est un fantasme. C'est un fantasme puisque c'est l'état de police permanent. Et le principal artisan de l'état de police, c'est celui qui est censé maintenir l'état de droit, c'est-à-dire que l'état lui-même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Puisque c'est des tribunaux qui sont censés s'assurer que la justice est rendue au nom de la population. Mais les erreurs judiciaires et tout ce qui va avec ne vient que des tribunaux étatiques. Dans les organisations d'autorégulation, nous avons moins de contestation des résultats, tout à fait. Dans les tribunaux coutumiers, dans les tribunaux issus de l'autorégulation, c'est-à-dire les tribunaux, pas les tribunaux, oui, les cours, ou alors des instances judiciaires, dirais-je, pour être plus précis, de la lex mercatoria, de la lex sportiva. Dans ces instances, il y a des règles dont les contestations sont internes. Et les justiciables arrivent toujours à s'entendre, parce que c'est l'autorégulation. Mais dans l'État, dans le système d'État de droit, il n'y a pas un système plus inique et plus oppressant que le système de l'État de droit. C'est assez curieux. Dans le système des chefferies, c'est la raison pour laquelle la mise en perspective de la chefferie traditionnelle et de l'État de droit est très intéressant au niveau théorique. Parce qu'effectivement, l'État de droit, c'est l'État. Nous sommes d'accord. Je ne conteste pas. Mais est-ce que, aujourd'hui, dans l'analyse de la réalité de cet État de droit, de la jouissance, des effets de cet État de droit, sur le justiciable, autant sur le justiciable, sur l'institution étatique, que sur la société elle-même, nous avons l'ordre. Et quand on met de l'autre côté les chefferies traditionnelles, est-ce que nous voyons dans les chefferies traditionnelles les contestations incandescentes que nous avons? Peut-être parce que la sanction est forte. Mais c'est l'autorégulation. C'est l'avantage de l'autorégulation. C'est l'avantage de l'autorégulation parce que dans justement, Bourdieu dit dans son système de la violence maîtrisée, c'est que celui sur lequel le système de pensée s'opère légitime. C'est le justiciable qui est légitime. Or, dans l'État, il y a la contestation, nous parlons du sujet. Dans l'État, le sujet conteste. Il ne légitime pas. À cause de l'État de droit, justement. Il conteste. Toujours la légitimité d'une décision ou d'une autorité à pouvoir s'appliquer à lui. Le principe de l'État de droit, c'est la liberté absolue. C'est la liberté absolue. Or, dans l'autorégulation, dans la chefferie traditionnelle, c'est le sujet qui confère, qui légitime une règle issue de sa tradition séculaire. On peut s'interroger, docteur Claude. De toutes les façons, oui. La légitimité ne disparaît pas. C'est juste une légitimité qui est différenciée, Claude. Pour la simple raison que le mécanisme de la société d'état de droit confère des moments à travers lesquels le sujet de droit confère légitimité pour agir en son nom. C'est le rôle de l'élection. Au moment de l'élection, le sujet de droit choisit le système et valide l'organisation administrative et institutionnelle, qui est donc celle qui va agir en son nom, là où, de façon directe, le sujet de droit n'intervient pas. Il y a quelque chose de très intéressant quand je t'écoute. Et ça me rappelle une perspective un peu onirique, un peu rêvée même, de certains défenseurs de ta thèse. Pour la simple raison que il y a une dimension historique que l'on gomme souvent de la réflexion, qui consiste à considérer que l'État aujourd'hui est un phénomène qui s'est généralisé partout. L'État est une réalité de notre siècle, qui appelle en réalité
à des essais de domestication en fonction des visions de chacune des sociétés. Mais l'État est un phénomène réel. C'est un phénomène qui s'est imposé avec le temps. Et c'est vrai qu'en recourant à l'ingénierie institutionnelle, peut-être qu'on peut inventer d'autres formes de sortie peut-être de l'État. Mais pour l'instant, l'État est là. Et c'est l'empire de l'État. Et sous l'empire de l'État que s'organisent en réalité les sociétés contemporaines. Il ne me semble pas que le débat soit celui d'une opposition entre les organisations micro-étatiques, qualifiées de traditionnelles par les uns, de spécifiques par les autres, mais de trouver comment, par les phénomènes justement de pluralisme, d'internormativité, de complexité, on peut organiser la collaboration entre les institutions étatiques et les autres institutions. Tout à l'heure, tu évoquais la question de l'autorégulation, à laquelle je suis très sensible. Mais si je suis très sensible sur la question de l'autorégulation, par exemple dans la sphère du commerce, où il y a une désorganisation unique, quand même de l'ordre juridique commercial multilatéral, en ce que ce sont les États qui ont pondu un ordre commercial desquels ils ne sont pas partis. Parce que les États ont adopté les instruments de l'OMC, mais ce n'est pas les États qui font le commerce. Donc, ils ont fait une stipulation pour autrui qui pose véritablement des problèmes en termes de légitimité de la règle à ce moment-là. Si je comprends qu'il est nécessaire que dans des espaces comme ceux-là, les phénomènes d'autorégulation puissent jouer pour venir soit contrebalancer, soit équilibrer un ordre juridique international qui est parfois défavorable aux acteurs du commerce international. Sur d'autres aspects, je crois que il est nécessaire que la règle supra, que la règle étatique puisse, en réalité, essayer de créer une sorte d'équilibre. Je prends un exemple très simple, s'agissant de l'autorégulation. Dans les communautés que nous appelons traditionnelles, nous perdons de vue que si cette autorégulation a une certaine force et produit des résultats intéressants, dans les communautés comme celle de l'Ouest ou du Grand Nord, dans le centre, l'autorégulation n'existe quasiment pas. Chez nous, les Bassans, nous fouettons les chefs. Je conteste l'existence d'un chef. Nous sommes des sociétés quasiment acéphales. Nous avons donc une configuration socio-anthropologique qui est contrastée, avec des espaces dans lesquels l'autorégulation peut opérer de façon efficace, et dans d'autres où celle-ci peut produire des résultats extrêmement relatifs, nécessitant alors l'existence d'un ordre juridique qui est supérieur, qui peut être une béquille qui compense les manquements des ordres infra-étatiques. Je pense que le grand enjeu à travers l'ingénierie institutionnelle et l'avènement d'une codification de la raison, on peut aboutir à une meilleure organisation de l'ordre juridique supra-étatique, de l'ordre juridique étatique avec les sous-ordres. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir une compréhension très adaptée à la réalité des catégories comme celle de l'état de droit. Je suis tout à fait d'accord que cet état de droit davantage positiviste peut entrer en contradiction avec la façon dont nous intelligeons l'organisation de nos communautés internes. L'un des grands problèmes est que l'État est venu d'ailleurs, pour faire un clin d'œil à quelqu'un que nous connaissons bien, mais cet État a été greffé sur des organisations qui, avant l'avènement de l'État, n'avaient pas un fonctionnement tout à fait harmonieux comme nous le pensons. Il y a des sociétés qui marchaient très bien, et j'insiste sur les sociétés de l'Ouest et celles du Nord, dans lesquelles, soit du fait de la religion, soit du fait des pratiques ou des trajectoires socio-anthropologiques différentes, ont réussi à construire une certaine solidité des organisations. Dans d'autres, nous sommes ici au centre. Nous savons très bien la tragédie, par exemple, de l'existence d'une chefferie supérieure et Wondo. Et la question de Charles à Tangana, qui a été considérée comme une chefferie usurpée. Nous connaissons ce qui se passe dans le grand littoral, en général, avec la question de la chefferie traditionnelle. À ce moment-là, donc, si nous avons des hémisphères dans lesquels l'autorégulation peut effectivement opérer, et dans d'autres où l'autorégulation n'opère pas efficacement, le rôle donc de l'existence d'un ordre juridique supérieur aux ordres juridiques infra-étatiques opère ici comme
un autre instrument de régulation qui permet de compenser les manquements des sous-ordres entre eux et créer un certain ordre d'équilibre. Puisque toi-même tu l'as dit, l'idée c'est celui de l'ordre. L'idée fondamentale de l'existence d'un ordre, qui soit un ordre infra-étatique, ou un ordre étatique, ou un ordre supra-étatique, c'est la recherche de l'ordre. Il y a un ordre international, il y a un ordre national et un ordre local. Donc, le plus important, c'est de trouver des mécanismes par lesquels il y a un dialogue. C'est pour ça que quand on discutera, par exemple, de la question de la coutume, on verra bien que dans la stabilisation de la coutume, il y a au moins 3 types de coutumes. Il y a des coutumes qui sont prater legem, parce qu'elles interviennent en l'absence de la loi. Celles qui sont segudum legem, qui interviennent avec autorisation ou complicité de la loi, donc qui sont tolérées par la loi, et celles qui sont contra legem, qui entrent donc en confrontation avec l'ordre juridique étatique. À ce moment-là, on voit très bien que malgré les phénomènes, dans l'existence du pluralisme juridique, il ne peut être efficace que s'il y a une sorte de hiérarchie. Et donc moi je ne pense pas que le problème soit l'existence d'une hiérarchie. Je ne nie pas l'existence de, on peut appeler ça comme ça, d'état de droit infra-étatique, même si le concept peut rester discuté, mais je comprends très bien ce que ça veut renvoyer, de la soumission à la fois d'une organisation, de ses composantes à la règle de droit. Si on comprend état de droit de façon simple, comme la soumission de tous à la règle de droit, et le respect de l'empire du droit, effectivement, l'état de droit n'est pas simplement une question étatique, elle peut s'opérer du point de vue infra-étatique. Monsieur Claude Bekombo, si on pose on peut poser la question du point de vue de l'objectif de chacune des organisations, et se dit par exemple que, de ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'équilibre, la paix sociale semble mieux établie dans la société traditionnelle. Peut-être parce que, comme je disais tout à l'heure, la punition, nous savons comment ça se passe. L'interdiction, il prend l'Ouest comme exemple, mais je voudrais quand même dire qu'il faut peut-être faire attention quand on parle d'exemple. Dans la société civile, la société politique, le fondement, c'est l'égalité. C'est l'égalité appelons ça des sujets par rapport à la loi. Le fondement, c'est l'égalité. Dans la société traditionnelle, on n'est pas sur la même chose. Il y a le chef, il y a les notables, et chacun n'intervient qu'en fonction du pouvoir initiatique qu'il a reçu. Quand on se range dans cette logique-là, on peut s'interroger. Comment est-ce que la société traditionnelle, ces chefferies traditionnelles continuent d'exister? Parce qu'on peut encore poser la question, continuent d'exister alors que des gens se réclamant égaux dans une partie de leur vie sur le plan de la cité politique acceptent quand même la soumission dans une autre partie de leur vie, finalement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut avoir ce débat, je dirais de manière décomplexée. D'accord. Le premier complexe, c'est de considérer que nous avons un sujet qui est citoyen d'un État et en même temps qui est membre d'une organisation entre guillemets traditionnelle. Alors, vous créez donc une hiérarchie entre une seule personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il se retrouve dans l'espace étatique, il se comporte comme un citoyen. Oui. Et quand il se retrouve dans l'espace traditionnel, il se comporte comme un sujet. C'est le dédoublement fonctionnel. Ce n'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui. C'est quelque chose qui est étudié et qui permet donc de confirmer ce que j'étais en train de dire. Oui. Je suis d'accord avec le docteur Richard Macon sur la nécessité sur la complémentarité de l'autorégulation dans l'espace international. Nous sommes d'accord. Mais dans l'espace national, je persiste pour dire. Et l'exemple que vous donnez me permet d'étayer mes propos. Nous sommes plus revendicatifs. Nous sommes plus contestataires quand nous sommes citoyens. Et nous le sommes moins quand nous devenons
membre d'une chefferie traditionnelle. Le chef, je vais l'expliquer pourquoi. Dans une communauté où on a l'habitude chez Bourdieu de fouetter le chef, ce n'est pas signe de désordre, mon cher Richard. Ce n'est pas signe de désordre. C'est qu'il y a des chefferies où il y a des organisations, il y a des flexibilités particulières dans la chefferie. Ce n'est pas signe de désordre. Si un chef est fouetté, il y a des mécanismes et des raisons qui amènent dans cette communauté-là particulière, et cette communauté-là est une communauté qui partage une même histoire. C'est ces études de l'anthropologie venues du LHJP de Paris, Michel Alliot, Étienne Leroy et tous les autres, Henri Madoran, qui expliquent cela. C'est le regard externe qui peut avoir une vision dysfonctionnelle. Mais il y a des chefferies, il y a d'autres chefferies où on fait d'autres choses, où on coupe la tête du chef, où on interdit au chef, où on initie le chef. Il y a des différents types d'initiation. Une fois par an, ça c'est pour une fois par an, on fait descendre le chef de son trône pour le juger, évaluer ses actions avant de le réhabiliter. Où on organise des cultes pour peut-être critiquer le chef, ou alors, voilà, il y a des représentations et des symbolismes qui sont compris par la sphère autorégulatrice. C'est-à-dire que pour comprendre la logique d'ordre de ces communautés-là, c'est à l'intérieur de la sphère autorégulatrice. Il faut être membre de cette communauté ou l'avoir étudié pour normaliser et comprendre pourquoi ça ne choque pas au sein de la communauté. Parce qu'on sait pourquoi ça lui arrive. Les chefs qui respectent l'équilibre autorégulateur ne se retrouvent pas dans cette situation-là. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, je veux dire, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que, au niveau national, l'État doit tout faire pour collaborer. L'État africain, particulièrement, et disons dans le monde post-colonisé. Exprimons-nous comme ça pour ne pas nous focaliser sur l'Afrique. Nous sommes sur Africa TV. Ne faisons pas comme si... Mais dans l'espace post-colonisé, c'est-à-dire que de l'Inde jusqu'à... L'État doit articuler une nouvelle relation avec ces communautés. Et le docteur Richard Makon a eu tout à fait raison de dire dès le départ que c'est une vision, je n'utilise pas ces termes, mais je dis de mépris. Il y a une vision de mépris de ces chefferies traditionnelles. Donc en fait, pour les États dans l'espace post-colonisé, il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est une erreur. Parce que justement, le citoyen qui expérimente le transfert légitime de son droit à revendiquer ou de son droit à agir à une autorité traditionnelle peut, si l'État utilise la chefferie comme plutôt une instance de soutien ou de collaboration à l'État, ou une instance avec laquelle l'État peut récupérer les chaînes procéduraux. On va peut-être revenir sur la coutume. J'espère qu'on aura le temps de dire un mot sur la coutume. Je pense qu'il y aura une émission. Oui, parce qu'effectivement, il y a dans les procédures, dans les chefferies traditionnelles, quelque chose que l'État doit mimer ou alors récupérer. C'est-à-dire que le sujet, comme vous l'avez dit, ou le justiciable, fait confiance légitime l'autorité, accepte traditionnellement le rôle de l'autorité. Et il y a donc moins de contestation dans l'espace traditionnel. Pas qu'il n'y a pas d'opposition, pas qu'il n'y a pas de mécontentement, non. Mais il y a, c'est pour ça que je fais référence à Bourdieu, il y a ce que Bourdieu qualifie de violence légitime, de violence maîtrisée. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'une violence qui part de celui, de la philosophie, du partage de la philosophie, de celui qui subit la violence, qui transfère à l'autorité la possibilité de faire. Donc, je pense que
c'est un schéma qui est très important parce que quand on revient dans nos espaces africains, et il a pris l'exemple de l'Ouest et du Nord. Et justement, vous avez bien fait de relativiser ces exemples-là. Mais le relativisme ne touche pas l'impact que peuvent avoir les autorités traditionnelles sur l'attitude des citoyens. Nous le voyons, par exemple, dans des périodes politiques, des périodes de crise politique, où nous voyons effectivement que les responsables traditionnels ont plus d'impact dans le comportement des citoyens que peut-être les responsables religieux. Parce que nous voyons très bien qu'il y a certains responsables religieux qui, disons, le prennent des distances avec les éléments sacerdotaux, disons-le comme ça, pour faire effectivement de la politique. C'est très rare, vous allez le remarquer, dans l'espace colonisé, que vous voyez un leader traditionnel, ça arrive de temps en temps, mais vous allez vous rendre compte que c'est très rare parce qu'ils sont en général très conscients de leur autorité, de leur aura sur les justiciables. Mais c'est cette image que nous devons retenir, c'est-à-dire que dans l'expression de l'état de droit, le justiciable est plutôt vindicatif quand il se retrouve dans l'espace étatique. Mais il est plutôt obéissant, coopératif et obéissant quand il se retrouve dans son espace traditionnel. Allez chercher pourquoi. Non, cela s'explique aisément, moi je pense. Parce que l'État est le résultat d'une volonté générale. Et je crois que c'est fondamental à intégrer. L'État est le résultat d'une volonté générale. C'est-à-dire, l'État n'existe que parce que nous avons décidé de l'institutionnaliser. L'État est une institution. Et en tant qu'institution, l'État est à la fois institution-personne, en ce que il y a des visages qui représentent l'État, comme le président de la République qui est une institution. L'État est une institution organe, en ce que l'État est un ensemble d'institutions, d'organes, le Sénat, le Parlement, le gouvernement, qui permettent de l'animer. Mais l'État est aussi une institution en tant que norme. L'État est le résultat ou l'aboutissement d'une floraison de règles qui constituent un ordre juridique. Et tu verras que, quelle que soit la formule de l'institution qui est considérée, c'est le produit de la volonté générale. Entre guillemets, même si cette volonté peut être fantasmée, elle peut être instrumentalisée, c'est le résultat de la volonté. Par contre, les chefferies, il y a comme une idée de donner et pas de construire. Nous pouvons décider aujourd'hui que nous changeons les règles étatiques. On révise la Constitution. Oui. C'est un choix démocratique. Tu ne peux pas changer les règles coutumières. Il faut qu'une force immanente ait parlé au chef dans la nuit et lui ait dit que dorénavant, le village va quitter ici pour aller à tel endroit. Ce n'est pas une question qui se discute. Et donc, le principe de la liberté est au cœur de la construction de l'État. Et c'est pour ça justement que le citoyen qui produit l'État peut contester l'État. Il y a aussi la liberté dans la chefferie traditionnelle. Si. Il y a une liberté... La liberté d'obéir. C'est généralement une liberté d'obéir. Et l'autre chose, sur laquelle j'insiste depuis, c'est que la situation des chefferies est une situation qui est contrastée. J'insiste dessus. Vous pouvez faire un sondage sur Yaoundé. Vous demandez à des citoyens que vous rencontrez dans la rue, quel est le nom de ton chef? Vous verrez que sur 10 citoyens, celui qui vous donnera son nom, le nom de son chef est de l'Ouest ou du Nord. Vous allez rarement voir un gars du centre-sud et une partie du littoral qui peut vous donner le nom de son chef. C'est très rare. Peut-être parce que celui-ci est en même temps un chef politique. Il est peut-être le député qui a... Vous verrez que généralement, lorsqu'on devient une forte autorité politique, on revendique une chefferie traditionnelle. Et c'est généralement ça qui fait la renommée. Donc, la situation des chefferies est très contrastée. Il faut interroger ces mouvements-là. Oui. C'est pas gratuit. Non, de toutes les façons, sans discuter des mécanismes qui président à cette contradiction ou à ce caractère contrasté de l'état des chefferies, le constat est que c'est contrasté. À ce moment-là, comment on fait lorsqu'on constitue une communauté plus grande, dans laquelle il y a plus de 200, entre guillemets, il y a même dans
si on dit des tribus, il y a plusieurs chefferies dans une tribu. On est peut-être à des milliers de chefferies. Dans un tel environnement aussi contrasté, comment on fait lorsqu'on a une communauté pour organiser la prise en charge de la diversité sans qu'il y ait un ordre juridique qui soit supérieur? C'est ça le grand enjeu. Parce que s'il faut s'inspirer, par exemple, d'une pratique du royaume Bamoun, pour, par exemple, clarifier ou renforcer un mécanisme institutionnel étatique, c'est normal. S'il faut, par exemple, s'inspirer d'une pratique, d'une coutume, du Lamida de Rebouba, c'est intéressant. Mais maintenant, par exemple, pour ce qui est de la soumission des citoyens à la règle de droit, il est quasiment impossible de créer un système de soumission différencié. À ce moment-là, ça vit de la règle de droit de son application et de sa généralité. Oui, docteur Hicham Makone. Oui. Il faut interroger pourquoi une autorité politique recherche à être une autorité traditionnelle. Moi, je peux poser l'hypothèse que c'est parce qu'il cherche un pouvoir qui est stable. Où personne ne lui pose de questions. La logique d'ordre, donc. C'est la raison pour laquelle... Et qu'est-ce que recherche l'État? L'État recherche l'ordre. C'est ce que je dis depuis. Je dis qu'effectivement, nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas contester l'importance de ces chefferies traditionnelles-là. Elle n'est pas contestée, l'importance n'est pas contestée. Le problème, c'est qu'il ne faut pas estimer que dans les chefferies traditionnelles, le principe de liberté n'existe pas. Il existe bel et bien. C'est parce que vous voyez la liberté dans le sens grec du terme. Vous voyez la liberté dans le sens de celui qui va élire, qui va voter, qui exprime sa volonté de manière triviale, de manière visible. Celui qui participe au suffrage universel. C'est pour ça que ça vous pose peut-être un problème. Parce que dans le cadre traditionnel, vous ne voyez pas le geste de participer au suffrage universel. Mais tout le monde recherche l'allégeance. Même ceux qui sont au suffrage universel recherchent l'allégeance. C'est pour ça que dans vos systèmes où il y a le suffrage universel, les autorités, les présidents de la République veulent se transformer en monarque ou en despote ou en quasi-dieu. Parce qu'ils vont d'ailleurs, auprès de toutes ces autorités traditionnelles, prendre un peu de pouvoir traditionnel. Parce que c'est le pouvoir traditionnel qui crée ce que Machiavel appelle la crainte révérentielle. Le pouvoir issu du suffrage universel ne crée pas la crainte révérentielle. C'est ce système que Bourdieu a bien étudié. Dans la violence. Effectivement, je veux simplement dire ceci. L'idée de liberté, c'est ce que je voulais ajouter. L'idée de liberté n'est pas exclue. C'est une vue fantasmée à mon sens. Elle n'est pas exclue. Il ne faut pas imaginer que tous ceux qui souscrivent à l'édit peut-être d'un chef traditionnel le font par contrainte ou par peur. Non, ils ne le font pas par contrainte ou par peur. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est que à la fin, on aboutit à quoi? Je suis très bien ton raisonnement, qui est très séduisant. Qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'il y a l'existence de l'État et il y a l'existence des communautés. Et je ne suis pas partisan de la disparition. Je voudrais même ajouter l'existence de l'individu. De l'individu. Je suis pas opposé à l'existence des communautés. Moi, je ne me réfère pas à ma communauté, je me réfère à l'État. J'ai un imaginaire qui est différent, mais vous devez bien me tolérer. La question qui se pose, c'est que à quoi est-ce qu'on aboutit dans le système auquel tu penses? C'est à la disparition de l'État? Non, pas du tout. L'État... Mais si on n'aboutit pas à la disparition de l'État, si on n'aboutit pas à la disparition de l'État, et qu'il y a un ordre supra, qui est l'ordre étatique, et des ordres infra-étatiques qui sont les ordres de communauté, dès lors qu'on accepte l'idée de la hiérarchie, moi ça ne me pose pas de problème. Docteur Hicham Makone, la discussion c'est l'état de droit et les chefferies. Ouais. L'objectif, que ce soit pour les États ou pour les chefferies, toute organisation sociale, c'est l'ordre. Je suis d'accord. Nous n'avons pas l'ordre dans l'État, il faut que nous soyons d'accord avec. Que vous contestiez ou pas. Non. Que vous contestiez ou pas, nous n'avons pas l'ordre avec l'État. Non. Votre contestation, mais justement, va résister. Non, mais il y a ordre parce que toi et moi nous sommes assis ici. Ah non.
Ah ben oui. Ah non, non. Ah ben oui. Qu'est-ce que nous mettons dans ordre? Dans ordre, nous mettons okay. Stabilité des institutions. Nous mettons stabilité et prévisibilité des règles. Nous mettons respect des droits des uns et des autres. Nous mettons une philosophie de vie en commun. C'est ça que nous mettons dans ordre. Et c'est dans l'État. C'est ça que nous mettons dans l'ordre. Et dans l'État, vous avez tout ça. Oui, mais c'est pas parce que il y a des remises en cause permanentes que l'ordre n'existe pas. L'ordre existe, effectivement, et l'ordre est organisé de telle sorte que il y a des possibilités de modification de l'ordre. Il y a des rapports de force dans l'ordre. Et peut-être la question derrière, ce serait peut-être de savoir comment est-ce que la chefferie traditionnelle participe à construire cet ordre étatique. Mais juste, vous êtes donc en train de revenir à mon débat. Oui. C'est ce que je veux faire comprendre. Je dis, je veux bien les visions fantasmées. Moi, je trouve que c'est fantasmé parce que on ne peut pas avoir toute la littérature sur l'État. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'État westphalien. Bon, c'est les survivances de l'État westphalien. L'État westphalien, chez tous les auteurs, c'est un État oppresseur. C'est un État macrophage. Je suis désolé d'utiliser les termes peut-être très critiques, mais ce n'est pas un État qui apaise. C'est un État qui stresse. Et c'est un État qui est toujours enclin à la violence. Hobbes, tous les autres, Olivier, tous sont dans la même logique. Nous n'inventons pas la roue. Maintenant, comment est-ce que on arrive dans une situation où on a un État qui peut penser l'ordre? Quel référentiel l'État peut avoir pour penser l'ordre? Il y a le référentiel des chefferies traditionnelles. L'ordre est pensé comment? Ce n'est plus le suffrage universel, vous avez dit l'individu. Laquelle chefferie? L'individu traditionnelle. Les Il y en a 1000. Le principe dans les chefferies. Claude. Laissez-moi juste finir. Le principe de la chefferie traditionnelle, c'est quoi? C'est-à-dire que nous partons... Justement, c'est une vision, il ne faut pas avoir une vision dévoyée. Nous partons de la tradition. Les traditions, vous l'avez dit tout à l'heure, sont immuables. Elles sont partagées. Elles se transmettent de génération en génération. C'est-à-dire, peu importe les mutations qu'on peut avoir, le caractère hétéroclite qu'on peut avoir dans les chefferies, dans tout l'espace post-colonisé, c'est-à-dire qu'on prend de l'Inde, en passant par l'Amérique du Nord pour arriver en Afrique, nous avons sensiblement, je dis bien avec tous les sociologues que nous avons sensiblement les mêmes, appelons ça process de fonctionnement, les mêmes procédures de fonctionnement. Laissez-moi juste finir. Laissez-moi finir. Alors, les traditions et quand n'ont rien à voir avec les traditions du Nord-Cameroun. Laissez-moi finir. Je dis ceci. Le traditionnel peut être dans le culturel, il peut être dans le religieux, il peut être dans le mystique. Vous pouvez orienter votre boule comme vous voulez, vous n'allez pas échapper à ces trois catégories. Donc, ça ne sert à rien de vouloir osciller entre une boule et de voir quelque chose de différent. C'est la même boule. Nous sommes dans le traditionnel. Peu importe le versant mystique, le versant culturel ou le versant religieux, nous restons dans le traditionnel. L'autorité est la même, c'est un chef. Qu'il soit chef religieux, chef traditionnel ou chef mystique, c'est un chef. Et on peut étendre cette vision de chefferie traditionnelle à beaucoup d'autres choses. Non, mais là, toujours, le problème n'est pas résolu. À beaucoup d'autres choses. Parce que quand tu dis religieux, en réalité, c'est générique ce que tu dis, le religieux, mais en réalité, il y a les religieux. Ce que je veux te faire relever, c'est que la complexité et ce qui rend compte de la nécessité de l'ordre étatique, c'est justement la diversité dans l'unité qui semble apparaître. Parce que sa capacité à arbitrer, parmi dans ces 1000 chefferies. Parce qu'en réalité, derrière cette unité apparente, il y a une véritable complexité. Si tu regardes même simplement les traditions en matière de pâturage, de culture, les traditions chez nous n'ont absolument rien à voir avec les traditions de l'Ouest Cameroun. Je dis absolument rien à voir. Quand par exemple il pleut, la façon d'intelliger la pluie, les choses qui sont autorisées à faire quand il pleut, lorsqu'il y a un tonnerre, lorsqu'il y a telle chose, diffère même de village en village. Et à ce moment-là, l'État apparaît comme une sorte de refuge. En ce que l'avènement d'une règle juridique dans laquelle tout le monde se reconnaît, malgré nos particularismes, permet de créer une stabilité.
de l'ordre social en général. Parce que la pluralité, justement, des particularismes crée une difficulté d'agrégation. Lorsqu'on a eu le débat au niveau africain, comprenant effectivement les usages fonctionnels, stratégiques de la langue comme instrument de puissance, de représentation, de diplomatie, tout ce que tu veux, il y a eu un débat à l'Union africaine sur le choix de la langue. Ce que je voulais relever, c'est que si nous faisons ce débat au Burundi ou au Rwanda, Nous sommes d'accord. et nous faisons le même débat au Cameroun, nous pouvons aboutir à des conclusions totalement différentes. Oui. Parce que là où tu as les Hutus et les Tutsis, seulement deux grandes communautés, qui peuvent même se retrouver dans une autre communauté qui leur est commune, la possibilité de créer un arbitrage pour susciter un ordre collectif est plus aisée que là où tu en as 300. À ce moment-là, on peut même dire que dans le cadre de l'inspiration de l'autorégulation des deux communautés, on peut tirer quelque chose pour créer une autorégulation nationale. Mais comment est-ce qu'on procède lorsqu'on a 300 groupes communautaires? C'est ça en vérité le challenge. Et c'est pour ça que je pense que le problème n'est pas que les communautés disparaissent. Elles sont nécessaires. Elles sont utiles. Le plus important pour nous, citoyens, qui créons l'État, c'est trouver un mécanisme de cohabitation le plus pacifique possible entre l'ordre étatique et les ordres infra-étatiques. Les citoyens, on l'a dit, on l'a constaté tout à l'heure, sont tous dans une logique, pour emprunter à Léon Duguay et Jossel, dans la logique du dédoublement fonctionnel. C'est le même individu qui est soumis à la règle de droit, qui peut dire qu'il est contre son député, il n'est pas d'accord avec la loi qui a été adoptée, parce que celle-ci ne défend pas ses intérêts et viole ses attentes légitimes, et qui arrive au village, se fait cracher dessus par le chef, il l'essuie sur la tête. Et donc il y a une forme de dédoublement fonctionnel qui, à mon sens, ne pose pas problème. Le plus important, c'est de trouver comment est-ce que on peut organiser un vivre ensemble en tenant compte des spécificités, à la fois de l'ordre infra-étatique et de l'ordre étatique. À ce moment-là, à chaque fois où l'ordre infra-étatique va entrer en contradiction avec l'ordre étatique, l'ordre infra-étatique va s'effacer. Parce que, automatiquement, la règle nationale, qui devient donc le fruit de la volonté générale, et non plus d'une communauté, devient une règle qui est au-dessus des règles infra-étatiques. Docteur Claude Bekombo, est-ce qu'il n'y a pas un conflit interne dans le sujet personnel? C'est-à-dire que, est-ce que le sujet camerounais, le citoyen camerounais, n'a pas de conflit en lui? Chaque fois qu'il se retrouve, par exemple, prenons le cas du mariage, il doit faire un mariage traditionnel et ensuite il doit faire un mariage civil. Et parfois, se pose le problème au moment où le mariage ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il gère ce conflit? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit interne? Parce que depuis là, on a parlé de la généralité. Maintenant, allons sur le plan individuel et personnel. Et l'exemple que Richard prenait tout à l'heure est tout à fait au point. C'est-à-dire que on peut contester un député, contester une loi, mais on arrive au village, on doit accepter que le notable vous mette des crachats dans la main et vous essuyez le visage avec cela. La fin de l'État, c'est quoi? C'est l'ordre tout simplement, ou l'ordre pour la construction de quelque chose. C'est-à-dire, et si on est des associés dans cette construction-là, au sens du contrat, prenons seulement Rousseau, si on est associé dans cette construction-là, comment est-ce qu'on fait si l'égalité n'est pas première? Alors, je ne suis pas très sûr que la perception de Richard Bacon est une perception rousseauiste. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a l'État. Du peu que j'ai suivi. Il y a l'État et il y a autre chose. Et peut-être que je caricature. Mais en gros, c'est-à-dire que toutes les autres choses, vous devez... comment dire, vous devez vous organiser de telle sorte que c'est l'État qui, au final, a le dernier mot, en gros. C'est pour ça que je continue et je maintiens, je dis qu'il ne faut pas voir une nuance. La nuance n'est pas une divergence. C'est très important. Et je dis qu'il faut être décomplexé parce que
il y a des études ethnographiques sur nos traditions et nos cultures qui tendent, je pense que vous savez très bien qu'il y a un versant de ces études qui tendent à démontrer que toutes ces cultures, toutes ces traditions-là partent des mêmes traditions écrites. Il y a des similitudes dans les écritures, il y a des similitudes dans les intonations, ainsi de suite. Ceux qui font sur les langues, je pense au professeur Maurice Tadadjeu et ainsi de suite, qui démontrent effectivement que nous avons beaucoup de langues que nous parlons qui ont la même base phonétique et ainsi de suite. Donc au fond, et je pense qu'ils sont tous dans la logique de Cheikh Anta Diop, il ne faut pas dire « Oh non, le Bamoun a fait telle chose, c'est différent. » Non. Je dis qu'il y a, quand on prend le mariage, quand on prend toutes, ce sont des activités sociales. Il n'y a pas le soleil qui se lève à Fondjomokwet, qui est différent du soleil qui se lève en Bangassina ou autre chose. Nous rêvons, c'est le rapport, la tradition, c'est le rapport qu'un individu a au cosmos. Le cosmos est un. Mais le rapport est pluriel. Non, le rapport... Il est pluriel. Il est fonction de l'entendement, de l'imaginaire. Non, le rapport, quand vous dites pluriel, c'est là où vous faussez le débat. Il y a des nuances. Parce que vous voulez opposer. C'est ça. Non, vous voulez catégoriser. Attendez, vous voulez catégoriser. Vous voulez catégoriser, vous voulez spécifier et vous voulez différencier. Vous ne voulez pas voir que ça s'applique à une activité sociale. Quand vous dites le mariage, c'est le mariage. Peu importe, quand on vous demande dans une tradition d'attendre 60 jours de venir donner les bœufs, ainsi de suite, c'est la même activité sociale. En fait, je vais pas de long. C'est la même activité sociale. Ce que je veux dire, c'est que les chefferies traditionnelles règlent des questions que l'État règle aussi, mais de manière différente. Et l'État a beaucoup à apprendre de la logique d'ordre qu'il y a dans les chefferies traditionnelles, parce que justement, et c'est là où nous ne sommes pas d'accord, l'individu dans la chefferie traditionnelle, il est libre. Il n'est pas soumis à une obligation d'obéir à la loi. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir juste une seconde. Laissez-moi finir. J'illustre pour vous permettre d'argumenter. Oui. Vous avez votre petite amie, votre cousine, vous passez dans votre village, parce qu'elle est brune et jolie, le chef décide d'en faire sa prochaine épouse. Voilà. Monsieur Jacques. Vous avez la possibilité de contester. Monsieur Jacques, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose, on ne s'entend pas. Et c'est pas une caricature. Permettez qu'on ne s'entend pas sur certaines choses. Je n'ai pas un débat sur les valeurs. Je n'ai pas un débat sur est-ce que l'état de droit est meilleur que l'autorégulation traditionnelle. Nous tous, je n'ai pas ce débat. Je dis ceci, et j'ai répondu au docteur Macron tout à l'heure, ça peut être violent, mais même à vous, ça peut être violent. Mais dans les chefferies où cette pratique se fait, ce sont des chefferies connues. Ce sont des pratiques connues dans ces chefferies-là. Il y a le Lévira, il y a le Sorora, il y a plus que cela. Mais si vous avez une vision de valeur externe, j'explique bien, si vous êtes externe à cette société autorégulée, vous n'allez pas comprendre le principe de fonctionnement. Mais vous, ça peut vous choquer. Mais si vous restez... il est interne dans le propos, dans le propos que tu tiens. Parce que tu as dit, si il est interne, il est interne. Il parle de sa chefferie là. Oui, je suis d'accord avec vous. Je dis, tant que vous restez comme membre de cette chefferie, et que vous savez que c'est le principe fonctionnel de cette chefferie, je crois que je parle très clairement, que c'est le principe fonctionnel de cette chefferie, et que vous estimez que vous êtes membre de cette chefferie, donc vous légitimez, c'est vous qui légitimez. Vous pensez que tous les membres de chefferie sont d'accord avec les pratiques de la chefferie? Si vous n'êtes pas membre de cette chefferie, vous n'êtes pas dans la chefferie. Mais je demande, est-ce que vous pensez que tous les membres d'une chefferie sont d'accord avec les règles de fonctionnement de la chefferie? Il y a des instances de contestation dans toutes les chefferies. Comment vous contestez le fait que les femmes de votre père deviennent les vôtres? Docteur Richard Macron. Et que vous êtes obligé de leur faire des enfants? Docteur Richard Macron, ça peut vous sembler... je comprends que vous ayez, peut-être que M. Kwakame et vous ayez des difficultés à intégrer ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai dit dans toutes les chefferies, les règles, les coutumes sont connues.
Il n'y a aucun membre d'une chefferie qui ne connaît pas, qu'il soit d'accord avec ou pas. Les règles sont connues. Maintenant, est-ce que ces règles sont bonnes ou pas? On peut avoir un discours, un débat de valeur sur les règles. Je ne fais pas le débat de valeur. C'est pour ça que je vous ai dit que ne m'amenez pas sur les débats de valeur des règles. Il y a des choses contestables, autant dans l'état de droit, je pense que je l'ai très bien démontré tout à l'heure, que dans la chefferie, ce n'est pas bon. Question, docteur Claude Bekombo. Est-ce qu'il est possible de faire un ordre juridique sans questionnement? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Okay. Le questionnement au cœur de la construction, de la conception et de la construction d'un ordre juridique. C'est la raison pour laquelle nous avons un débat critique sur l'état de droit, comme nous pouvons avoir un débat critique sur la chefferie traditionnelle. Comment on construit le questionnement dans la chefferie? Dans la chefferie. C'est les ancêtres, les gardiens de la tradition et le chef. Ancêtres, les gardiens de la tradition et le chef. Mais pas les citoyens, pas les autres membres, pas les autres sujets. Vous avez du mal avec l'autorégulation. Je le comprends. Je sais que c'est difficile à intégrer, mais je dis ceci. Bon. Ça peut vous sembler risible. En réalité, je ne suis pas contre. C'est ça que je me suis dit depuis Dr Croquet, je ne suis pas contre. Moi, la seule chose que je ne comprends pas dans la construction que vous faites, c'est, puisqu'on a dit les chefferies traditionnelles dans l'état de droit. Tout à fait. C'est d'abord, premièrement, j'arrive pas à savoir si vous contestez l'existence d'un état de droit, d'un ordre juridique supra-étatique. C'est la première des choses que je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, la deuxième chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que vous envisagez la collaboration entre les ordres juridiques infra-étatiques et l'ordre juridique étatique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchie? Dès que je vous aurai entendu sur ces deux questions, peut-être que vous comprendrez mieux. Parce que justement, vous refusez de répondre à ces questions et vous tournez depuis et finalement, comme vous êtes très malin et très fin, on n'arrive pas à savoir finalement ce que vous pensez. Moi, mon point de vue, il est clair. Je pense que les ordres juridiques infra-étatiques sont soumis à l'ordre juridique étatique. Et à chaque fois que leurs pratiques, leurs codes, leurs règles entreront en contradiction avec l'ordre juridique étatique, leurs règles ne doivent pas s'opposer. Parce que l'ordre juridique étatique, à ce moment-là, n'est pas la volonté d'une communauté particulière, mais c'est la volonté de la communauté nationale. Donc l'État camerounais est la volonté de toutes les communautés camerounaises, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Donc, à chaque fois qu'une règle particulière, si c'est de la communauté de l'Est qui entre en contradiction avec la règle nationale, cette règle ne doit pas s'appliquer. Et moi, c'est mon point de vue. Mais le vôtre, même en défendant l'idée de l'autorégulation, est-ce que vous admettez que cette autorégulation ne doit pas rentrer en contradiction avec la régulation étatique? Je pense que c'est un principe qui est clair. Il n'est pas discutable. Mais ce n'est pas un principe. C'est un principe qui n'est pas discutable. Mais ça n'enlève pas l'efficacité de l'autorégulation face à la régulation étatique. Je suis d'accord. C'est la raison de mon échange. Je suis d'accord. Sur ce point de vue, je suis d'accord. Je montre tout simplement que dans la régulation étatique est source de beaucoup de rivalités, de conflits et d'opposition. Le justiciable dans la régulation étatique est un justiciable oppressé. C'est un justiciable. Il est libre. Non, moi je pense qu'il est plus oppressé dans l'ordre infra-étatique, où il ne peut pas constater les règles. C'est à ce niveau qu'on ne s'entend pas du tout. Je dis, je continue à clarifier les choses. C'est une mésentente ce n'est pas radicale. Elle n'est pas radicale. C'est parce que votre perception du justiciable dans la chefferie traditionnelle est une perception qui est basée sur l'idée que c'est le suffrage universel qui légitime une autorité juridictionnelle devant laquelle le justiciable doit se présenter. Vous déniez délibérément, peut-être, vous déniez aux autorités traditionnelles la capacité de pouvoir réguler par elles-mêmes. Or, justement, l'autorégulation est porteuse. A la même signification, quelle que soit la communauté dans laquelle on se trouve. Oui, mais la liberté, quel soit le principe d'agir, la cession volontaire de droit, liberté d'agir, liberté de penser, liberté de faire. La cession volontaire de droit, c'est une liberté. À ce moment-là, dans une chefferie, quelle est la cession volontaire de droit? Mais les justiciables remettent à une autorité traditionnelle la faculté de
d'édicter des règles et d'appliquer ces règles. Mais docteur, le chef traditionnel qui me crache sur les mains là, j'ai donné ma volonté quand même. C'est pas faux. C'est un peu difficile à comprendre. Non, non. Vous n'arrivez pas à intégrer. Oui, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que dans une chefferie traditionnelle, on crache dans les mains. Comment quelqu'un confère de la liberté, comment quelqu'un jouit de sa liberté. C'est une coutume ancestrale. Mais voilà. Et la coutume est une pratique. Permettez que je La coutume est une pratique. C'est une coutume ancestrale comme tous les cultes qu'on peut avoir dans les cultes traditionnels. Et je suis d'accord avec l'idée de culte, justement. Comment est-ce qu'à l'église, vous contestez les règles religieuses? Mais vous m'enlevez du traditionnel. Je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez parlé de culte. Je vous ai dit tout à l'heure que nous parlons des process. Et dans les process, n'oubliez pas qu'il y a le religieux. J'ai mis tout ça dans une même sphère. Je vous ai dit que le religieux, le culturel et le mystique sont dans la même sphère. N'essayez pas de faire comme si quand vous faites de la nuance, vous sortez de la même sphère. C'est la même sphère, c'est la sphère traditionnelle. À l'intérieur, il y a tout cela. Et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à intégrer dans le fait que le crachat dans les mains du chef, ce n'est pas la représentation que vous en avez. Vous les modernes, vous les modernistes ou vous qui n'allez pas C'est une bénédiction. Non. Tout à Docteur fait. de Combo, nous ne sommes pas dans le Tout à débat fait. des Dans la valeurs. Nous sommes dans le tradition- principe de la liberté. La liberté est un principe. Nous sommes d'accord, mais je partage, je suis en train de discuter sur la liberté. Je dis que c'est celui, le traditionnaliste, qui intègre. C'est pour ça que je parle de Bourdieu. Je parle de cette violence symbolique de Bourdieu. C'est le traditionnaliste qui intègre le fait que recevoir le crachat est une bénédiction pour lui. Vous pouvez contester cette vision. Et la liberté à quel Mais c'est le traditionnel. Il vous a dit qu'il est oppressé. Celui qui reçoit le crachat, ce n'est pas vous. Il ne vous a pas dit qu'il est oppressé. Il a besoin de ce crachat pour avoir des bénédictions. C'est sa représentation de sa liberté. La liberté, c'est le droit. Mais je suis désolé, mais la liberté, c'est quoi, finalement, à la fin? Mais c'est la liberté, elle est pour soi ou elle est en soi? Docteur Bokombo, je vous La prends des liberté en exemples soi. très simples. Je pense que la liberté est en soi. Moi, je connais des proches qui ont refusé de prendre les femmes de leur père qui avaient un certain âge. Ils ont tort. Sur le principe de la liberté, ils ont été attrapés et ramenés au village pour coucher avec les femmes de leur père. Parce que c'est la règle. Docteur Hicham, La question reste la même. pas une image Non, c'est un exemple, hein, et c'est fréquent. C'est un exemple qui est fréquent. C'est fréquent. de nos cultures. C'est fréquent. Et je connais de nombreux proches qui n'ont pas pu épouser la femme qu'ils voulaient parce que le chef leur a dit que vous ne l'épousez pas. Donc, la question reste la même. La liberté est à la fois un principe et une liberté d'agir. Docteur Macron, vous faites un débat de valeurs. C'est pas une question de valeur. Non. Le débat n'est pas de liberté en savoir. soi. Non. Le débat, c'est celui d'un... Le prince Charles. Non. Le prince Charles Non. III, je suis désolé. C'est pas un débat de valeur. Permettez, non, Docteur, c'est un débat de valeur. Non. Parce que ce que vous dites, celui dont vous parlez, a le droit, dans toutes les traditions, De dire non. de dire non. Il a le droit. Il fait Bien quoi? sûr. Il quitte le village? Non, mais attendez. Mais il y a des gens qui refusent d'entrer au LACAM. Il y a des gens qui refusent le Lamida. Non, mais ne faites pas... Non, mais docteur Hicham Makon, vraiment, essayons de ne pas voir nos traditions avec les yeux du modernisme. Essayons de voir dans nos traditions... On peut avoir des débats de valeur, oui, Docteur Claude Bekombo, permettez. Docteur Claude Bekombo, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des règles qui sont d'une tradition qu'on ne peut pas remettre en question? Comment est-ce qu'on fait dans un cadre où des sujets de droit, de loi, de coutume ne peuvent pas remettre en question des pratiques qui sont ancestralement connues? En sachant bien que parfois ces pratiques, ces coutumes, ces lois infra-étatiques, comme dit, pour utiliser le thème que Richard utilise, Sont en opposition en opposition avec les aspirations des sujets du moment. C'est-à-dire vous avez des règles qui datent de 3-4 siècles, mais que vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'appliquer. Bon. Et la question de notre débat, c'est comment on applique ces règles-là en conjugaison avec un espace étatique qui... Je vais donc vous choquer. L'autorégulation, c'est la capacité d'une entité sociologique
de pouvoir édicter des pratiques, règles et usages que les membres de cette entité considèrent comme étant des règles obligatoires. Et tant qu'à l'intérieur de cette sphère, on respecte ces règles-là, sans se plaindre auprès de l'autorité étatique, ces règles s'appliquent. C'est ça la rigueur. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donnez-moi juste une minute. C'est ça la rigueur de l'autorégulation. Ça veut dire que tous les exemples que vous avez pris, s'il y a un individu à l'intérieur de ce système autorégulé qui estime qu'il a des questions de valeur avec les règles qui s'appliquent au sein de l'organisation, l'individu est libre de sortir de cet espace autorégulé et de se plaindre auprès de l'autorité étatique qui, bien sûr, nous sommes d'accord, Dr Richard Macon, va contester les pratiques coutumières qui sont contre les games. Nous sommes d'accord. Mais ça n'enlève pas, c'est ce que je dis depuis, la capacité, la puissance de l'espace autorégulé à maintenir l'ordre. C'est la raison pour laquelle les juristes positivistes ont du mal à comprendre la rigueur fonctionnelle d'un espace autorégulé. Le problème, c'est que l'espace autorégulé, c'est pour ça qu'il faut faire référence à Bourdieu, fonctionne comme un espace de violence symbolique. C'est-à-dire que c'est les sujets qui partagent la philosophie, la tradition, la culture. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui reçoit les crachats du chef estime que les crachats du chef sont une bénédiction. Il va les recevoir autant de fois qu'il exprimera le besoin et qu'il verra que ces crachats du chef-là, effectivement, même si c'est de manière, même si c'est un imaginaire constitué, s'il a la représentation que ces crachats du chef lui apportent effectivement des bénédictions, comme un catholique, un musulman ou un orthodoxe se rend compte que quand il va rencontrer son prêtre ou son imam ou tout, qu'il revient, il a l'impression que ça lui apporte quelque chose, il va rester dans la sphère autorégulée, il n'ira jamais dans la sphère étatique. Tant qu'il a satisfaction dans la sphère autorégulée. Est-ce que vous pensez que cette violence n'est que symbolique? Elle n'est que symbolique, puisque c'est le justiciable. C'est l'individu qui transfère. Ce n'est pas le chef qui transfère. C'est peut-être là où il y a un problème. Ce n'est pas le chef qui transfère, c'est l'individu qui transfère délibérément. Quand l'individu n'est plus d'accord avec le système autorégulé, il a le choix de sortir du système autorégulé ou de le contester. Vous savez quand même que... Donc il est libre. Vous savez qu'il y a des... Docteur Richard Macon, je crois Prenons qu'il est le cas libre. du Cameroun. Vous savez qu'il y a des Camerounais qui sont enterrés dans des cimetières religieux parce qu'ils ont été interdits d'être ramenés au village. Parce que ils ont dit non à quelque chose, vous savez. J'ai l'impression qu'il y a... Je réitère que je ne m'inscris pas dans le débat de valeur. Nous, personne ici on n'est peut dans le débat de apprécier... valeur. Mon cher Jacques, nous pouvons... Dr Claude Bekombo, Mon cher Jacques, vraiment, vous je êtes pense en que train de le vouloir sens me de faire nos comprendre débats... que ce n'est pas bien. Non, c'est pas ça. Je voudrais, quand je vais prends dire- l'exemple, je je vais prends dire l'exemple, ceci. c'est pour vous permettre de continuer à argumenter. Est-ce qu'il y a, dans les exemples que vous donnez, si quelqu'un décide, comme je pense ne pas me faire des ennemis, que de me rappeler que auprès des témoins de Jéhovah, ils ne sont pas pour la transfusion sanguine. Je pense que c'est connu. Mais quand un patient de cette obédience religieuse est à l'hôpital et que le médecin doit pratiquer cette opération, il faut bien que quelqu'un donne le quitus. C'est exactement le même phénomène dans l'espace autorégulé. Si quelqu'un estime qu'il doit être enterré parce qu'il croit aux règles, aux coutumes, aux pratiques de cet espace régulé, dans un endroit précis, dans une position précise, je donne même les détails pour que on aille très vite, ou avec des objets spécifiques, et qu'il n'a pas contesté cela, et qu'il faut lui appliquer cela, ça lui sera appliqué. De toutes les façons... Ça lui sera appliqué. Moi- Et je finis juste avant de... Je veux que les choses soient bien précisées. L'espace autorégulé est un espace de liberté extrême. Si vous n'êtes pas d'accord avec les pratiques et les usages de l'espace autorégulé, vous pouvez les contester en interne. Il y a des instances de contestation interne dans tous nos chefferies traditionnelles. Si vous n'êtes pas... Si en interne, vous n'avez pas satisfaction, vous pouvez les contester auprès de l'ordre étatique. Donc ça veut dire que celui qui est dans un espace
traditionnel, il n'est pas oppressé. Il est libre. C'est justement à ce niveau que nous ne sommes pas du tout d'accord. C'est-à-dire que... Vous allez voir qui peut contester. Vous dites à qui? À qui? À quelle autorité pour contester les décisions du Lamido? Il y a des bien structures. du roi. Ne donnez pas une image fétichiste d'une chefferie traditionnelle. Il y a le comité des sages. Il y a des responsables chargés des questions juridiques dans toutes les chefferies. Et il y a l'instance du chef lui-même. Je crois sincèrement que essayons de faire un débat avec une distance acceptable. Parce qu'il ne faut pas que ce soit... Docteur Claude Bekombo, permettez, s'il vous plaît, Docteur Claude Bekombo. Notre objectif, quand on organise un débat comme celui-ci, c'est de voir comment est-ce que les lois, si vous voulez, on va parler de la coutume, je crois. Nous sommes d'accord. Les lois s'accommodent de cette tradition. Oui, de la généralité. Parce que quand nous sortons de nos villages, on va rencontrer d'autres personnes. Et la conséquence de tout ce qu'on dit, c'est que vous avez des gens, le conflit est tellement grand que vous avez des gens qui ont choisi leur appartenance. Vous avez des gens comme Richard Macon qui ont dit qu'ils sont des citoyens. Peut-être il faut aller au fond pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la dimension du village ou bien de sa forme de vie, qu'il y ait peut-être pas renié, mais que la remise en question, il n'a pas encore eu la réconciliation entre lui et la forme de vie à laquelle il devrait adhérer de manière naturelle. Permettons au docteur Richard Macon de... Non, voilà. Moi, de toutes les façons, nous sommes arrivés à une convergence de vue au moins sur une chose. Les ordres juridiques, infra-étatiques, s'alignent dans la pyramide juridique, au-delà des respects du pluralisme juridique qui est nécessaire, s'aligne à l'autorité de la règle étatique. De ce point de vue, on est tout à fait d'accord. Heureusement que ça, nous ne le contestons pas. Maintenant, là où il y a une mésentente durable, c'est sur l'idée de la liberté. La liberté est le plus abouti dans l'État. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement liberté, même du point de vue de son principe même, dans certaines organisations infra-étatiques, en l'occurrence les chefferies. Mais c'est un point de vue qui est défendable et que je respecte, parce que la liberté est liberté de volonté. Mais c'est aussi principe d'agir, un principe d'action. C'est la capacité pour un sujet de droit à remettre en cause l'ordre établi sans entrer en dissidence ni avec lui-même ni avec l'ordre établi. Lorsque vous êtes dans la scène étatique et que vous estimez que la règle qui s'applique n'est pas conforme à vos aspirations, il y a des mécanismes qui sont connus pour les contester. Mais vous n'êtes pas dans une situation de bannissement par rapport à l'ordre juridique. Ouh là là. Mais c'est justement pour ça qu'il y a l'avènement de l'élection, qu'il y a une pluralité de mécanismes d'organisation qui permettent de remettre en cause les règles qui existent. On peut discuter du caractère abouti de ces mécanismes, du respect de la légitimité des choix qui sont opérés, mais ces choix existent. Quand on estime que la loi qui organise les établissements publics n'est pas conforme, on la contexte, le groupe politique qui est majoritaire à l'Assemblée change de loi. C'est ça les règles de la démocratie et finalement de l'état de droit. Et l'importance de l'état de droit à ce moment-là, c'est que l'on ait été d'accord hier ou pas, par le mécanisme de la volonté générale et du fait majoritaire, tout le monde accepte la nouvelle règle comme la règle qui va s'appliquer et qui a un statut précaire. Dès lors qu'il y a modification du rapport de force, et c'est là l'enjeu de la liberté, ceux qui auront le rapport de force majoritaire pourront régler, changer la règle de droit. Finalement, la règle de droit et l'ordre social restent précaires, parce que celui-ci dépend de la volonté des citoyens qui peuvent changer l'ordre politique, changer l'ordre social en fonction de leurs aspirations légitimes. Et c'est ça le cœur de la liberté. Mais dans une société, dans nos entités traditionnelles, vous n'avez pas la possibilité, vous le citoyen, de dire que la règle qui s'applique, je ne la veux pas, je ne vais pas l'appliquer. Vous allez vous retrouver dans une situation de bannissement. Moi, je connais des gens qui ont dit, les femmes de mon père, je ne les veux pas. La chefferie de mon père, je la refuse. Ils ont été arrêtés, ramenés de force.
Ceux qui ont fui le pays, on les a ramenés d'une autre façon. C'est des choses que nous ne pouvons pas dire ici, mais il y a des mécanismes, et effectivement, vous avez évoqué à la fois la dimension mystique, religieuse et tout ça. On les a ramenés à l'ordre pour se plier, là, contre leur volonté, à la règle traditionnelle. Et donc, la question de la liberté, peut-être qu'elle s'intellige différemment dans l'ordre traditionnel, mais je crois que c'est un des éléments qui me semble essentiel, qui permet de construire la différence qu'il y a entre les ordres traditionnels et l'ordre étatique. Et je pense que l'ordre étatique est un ordre d'équilibre, finalement, un ordre d'arbitrage entre la pluralité des ordres infra-étatiques qui existent et que, finalement, à ce moment-là, l'État peut se retrouver comme un refuge, finalement, d'un ordre qui soit un ordre plus stable. Docteur Claude Bekombo, vraiment 2 minutes pour qu'on en finisse. Non, je pense que la discussion a été une discussion intéressante, mais pour terminer sur le concept de liberté, je crois qu'il y a... Et docteur Claude, je ne suis pas positiviste. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. J'ai parlé d'idées positivistes. Je n'ai pas dit. Je sais très bien que nous partageons certaines convergences épistémologiques sur d'autres sujets, mais en fait, la liberté, pour terminer, est une donnée qu'il faut mettre en perspective de manière, peut-être, je dirais, philosophique pour ne pas vous attaquer. Mais en fait, est-ce que la liberté est en soi ou est-ce que la liberté est une donnée à acquérir? Pour ma part, je ne pense pas que c'est parce qu'on va exprimer le suffrage universel. C'est parce qu'on a la possibilité de faire poser un certain nombre d'actes dans les institutions qu'on est libre, qu'on a la liberté ou qu'on exprime la liberté. Je pense que la liberté est en soi. C'est-à-dire que celui qui va voter peut choisir de ne pas aller voter. Je ne crois pas que j'ai dit que dans la société autorégulée, que je qualifie de chefferie traditionnelle, tout le monde est d'accord. Je ne l'ai pas dit que tout le monde est d'accord avec le fait d'aller recueillir les crachats du chef. Pourquoi vous avez beaucoup cet exemple? Permettez juste que c'est l'exemple qui vous permet de comprendre de manière réelle ce que je veux insinuer. S'il y a quelqu'un qui estime que ces crachats, c'est le même principe que le principe religieux. Le problème de la chefferie traditionnelle, c'est que cela a les 3 dimensions. Il y a une dimension religieuse, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension mystique. Et justement, ces 3 agrégats font en sorte que la chefferie traditionnelle rentre dans le domaine de la complexité que vous avez énoncé tout à l'heure. Celui qui va recueillir les crachats du chef pense que ces crachats lui apportent quelque chose. Et il va volontairement, puisqu'il y a dans le même espace autorégulé, ceux qui ne le font pas. Donc ils sont libres. Vous ne pouvez pas estimer de manière autoritaire que dans un espace autorégulé comme les chefferies... Donnez aussi l'exemple de la succession. C'est un espace... Laissez-moi juste finir. C'est un espace... nous connaissons dans des chefferies au Cameroun, au Bénin et dans beaucoup d'autres pays africains, des successeurs qui ont refusé de prendre la succession et qui ont été ostracisés, comme vous l'avez dit. Ça rejoint l'image de ce que je vous donne. C'est-à-dire que l'espace autorégulé est un espace où soit vous restez dans l'espace autorégulé et vous suivez les règles d'autorégulation, soit vous choisissez soit de contester en interne auprès des instances qui permettent la contestation ou de contester en externe en faisant appel à l'espace étatique. C'est peut-être théorique pour vous, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire dans toutes les chefferies, tous les jours, il y a, je pense que ceux qui travaillent sur ces questions le savent, il y a ceux qui sont héritiers, qui refusent de succéder, et il y a des mécanismes qui permettent de choisir un héritier. Ne pensez pas que c'est des chefferies qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas organisées, qui n'ont pas de logique d'ordre. Je ne défends pas cette position juste pour la théorie, mais je dis que l'État a beaucoup à apprendre, a beaucoup à récupérer dans la soumission du justiciable à l'idée de mystique, à l'idée d'autorité traditionnelle, à l'idée de culture. Ça veut donc dire que l'État doit construire des modèles permettant
qu'au sein de l'État, qu'on ait une culture identitaire qui soit marquée. C'est un travail à faire. Vous avez dit que c'est hétéroclite, mais ça ne veut pas dire que c'est un travail qui est impossible. D'autres États l'ont fait. Les États où vous identifiez juste deux versants culturels, si vous faites des études prononcées, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de ces deux versants culturels, ou à l'intérieur de ces deux versants, nous avons des multiplicités de cultures ou alors de traditions qui se passent. Donc, moi, au terme de cet échange, je pense que c'est très important de faire comprendre que nos chefferies traditionnelles africaines ont des choses intéressantes, ont des structurations, des organisations intéressantes qui permettent d'avoir l'ordre et que c'est la raison pour laquelle ces chefferies-là continuent à perdurer et vont perdurer sur le long. Merci infiniment, Dr Claude Bekombo. Merci, Dr Richard Makon. Chers téléspectateurs, nous avons voulu discuter d'une question dont on ne parle pas souvent. Et ce sera un peu ça, c'est un peu ça l'idée des grandes questions. Merci d'avoir regardé notre émission. Si vous avez des questions, posez-les et nous allons réagir. À très bientôt sur Africa TV.